Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité internationale, un suspect du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi a été arrêté à Paris alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Riyad. L'Arabie Saoudite affirme qu'il y a erreur sur la personne. La France a exécuté un mandat d'arrêt délivré par la Turquie. Jamal Khashoggi avait été tué à Istanbul. Rien de nouveau dans l'échange entre Joe Biden et Vladimir Poutine qui s'est déroulé ce mardi. Le président américain s'inquiète d'une possible offensive russe sur l'Ukraine et menace Moscou de sanctions. Son homologue russe, lui, se dit inquiet de l'élargissement de l'OTAN jusqu'aux frontières russes. Et puis l'Irak récupère l'un de ses trésors archéologiques, une tablette de l'épopée de Gilgamesh, l'un des textes les plus anciens de l'histoire humaine. Elle avait été volée lors de la guerre du Golfe en 1991. Les États-Unis l'ont restituée à Bagdad. Un suspect du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi a été arrêté à Paris à l'aéroport de Roissy. Il est visé par un mandat d'arrêt international délivré par la Turquie, soupçonné d'avoir fait partie du commando qui a assassiné le journaliste au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en 2018. Retour sur cette arrestation avec David Gilberg. L'arrestation a eu lieu dans la matinée de mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Un Saoudien de 33 ans est interpellé par la police aux frontières alors qu'il s'apprête à embarquer pour rentrer dans son pays. Celui-ci serait Khalid Al-Otaibi, membre du commando venu de Riyad, qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 dans le consulat du Royaume à Istanbul. Il faisait partie du groupe responsable de la réception du corps ou des bouts du corps de M. Khashoggi et a priori, il ferait partie de ceux qui ont déterminé où ce corps allait être caché. Donc cet individu pourrait avoir des informations extrêmement importantes pour la justice et pour la famille. L'Arabie Saoudite parle d'une erreur d'identité, mais des sources policières françaises confirment qu'il s'agirait bien de cet homme qui aurait voyagé plusieurs fois en France ces dernières semaines. Un mandat d'arrêt international contre lui et ses complices présumés avait été émis par la Turquie. Actuellement en rétention judiciaire, il pourrait être extradé vers ce pays. La veuve de Jamal Khashoggi s'est félicitée de son arrestation. Je salue l'arrestation aujourd'hui en France de l'un des meurtriers de Jamal. La France doit le juger pour son crime ou l'extrader dans un pays capable et désireux d'enquêter et de le poursuivre, de même que la personne qui a donné l'ordre de tuer Jamal. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie Saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations, notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. L'arrestation de ce mardi sur le territoire français intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad. Une visite justement critiquée pour avoir remis sur le devant de la scène le régime à l'origine du meurtre de Jamal Khashoggi. Et on attend encore une réaction de la Turquie à l'annonce de cette arrestation. Mais puisqu'elle est l'auteur du mandat d'arrêt, va-t-elle demander maintenant l'extradition du suspect ? La réponse de Ludovic de Foucault, notre correspondant à Istanbul. C'est la question, on verra ce que la Turquie décide de faire, on verra la manière dont elle communique sur cette affaire. Ce qu'on peut observer actuellement, c'est que le président turc Recep Tayyip Erdogan, peut-être pour des raisons essentiellement économiques, principalement économiques, a amorcé une politique de dégel, de rapprochement, de réconciliation avec les puissances du Golfe, au premier rang desquelles se trouve évidemment l'Arabie Saoudite. Il s'est réconcilié avec les Émirats Arabes Unis, il a reçu le prince Mohammed Ben Zayed à Ankara le 24 novembre et il est actuellement, le président turc, à Doha au Qatar où doit se rendre demain mercredi Mohammed Ben Salman lui-même. Alors il est peu probable que les deux dirigeants se rencontrent directement, même si une rencontre de cette nature n'est pas totalement à exclure dans un avenir plus ou moins proche. Il n'est pas non plus à exclure que des contacts soient noués entre les deux parties, entre les deux délégations. Donc
On voit que cette nouvelle de cette arrestation, de cette procédure d'extradition éventuelle de cet homme vers la Turquie vient perturber les plans du président Erdogan de rapprochement avec l'Arabie Saoudite et cela inquiète un certain nombre d'organisations. J'ai pu échanger avec un responsable de RSF Turquie avant de prendre l'antenne qui m'a dit qu'il craignait dorénavant que la procédure judiciaire turque n'aille pas à son terme à cause justement de la nouvelle direction que prend la politique régionale décidée par Recep Tayyip Erdogan dans le Golfe. L'entretien du jour entre les présidents américains et russes, Joe Biden a répété encore une fois les menaces de sanctions économiques, entre autres, si la Russie menait une offensive sur l'Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine s'est inquiété de l'élargissement de l'OTAN. Bilal Tarabeh revient sur cet entretien au sommet. Hello. Приветствую вас, господин президент. Good to see you again. Un président américain amical et un Vladimir Poutine détendu, c'est ce qu'a montré la télévision russe en diffusant le tout début de la conversation entre les deux hommes. Mais le sujet du jour est extrêmement tendu, l'escalade militaire à la frontière avec l'Ukraine, et chaque parti défend ses positions. Washington menace Moscou de sanctions économiques fortes, entre autres, en cas d'invasion russe de l'Ukraine. Joe Biden a dit à Vladimir Poutine que si la Russie envahissait l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés européens répondront avec des sanctions économiques fortes. Nous fournirons du matériel de défense supplémentaire à l'Ukraine, supérieur à celui que nous lui fournissons déjà. Et nous renforcerons nos alliés sur le front Est avec des moyens supplémentaires. Le Kremlin, de son côté, a choisi de répondre par un communiqué et déclare « La Russie a un intérêt sérieux à des garanties juridiques sûres, excluant un élargissement de l'OTAN à l'Est ». Moscou affirme aussi que les deux dirigeants se sont entendus pour demander à leurs représentants d'entamer des consultations de fond sur ces sujets sensibles. Depuis plusieurs semaines, la tension monte à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir amassé des soldats sur leurs frontières communes afin de préparer une agression. Sur ce dossier, les États-Unis veulent montrer qu'ils ne font pas cavalier seul. Joe Biden a appelé ses alliés occidentaux, dont Emmanuel Macron, après sa conversation avec Vladimir Poutine. Le président français doit d'ailleurs s'entretenir avec ses homologues russes et ukrainiens dans les prochains jours. La guerre en Éthiopie, le gouvernement affirme avoir repris le contrôle de deux villes stratégiques, Dessie et Kombolcha. Tout le mois de novembre dernier, les forces gouvernementales ont annoncé une série d'avancées sur les positions des rebelles tigréens. Une contre-offensive gouvernementale dont il est bien difficile de confirmer la réalité, tant cette guerre se déroule à huis clos. Florent Rodeau. Notre victoire va se poursuivre. Rien ne va nous arrêter. Vous allez frapper l'ennemi et vous allez gagner. Un prix Nobel de la paix en treillis militaire au milieu de ses troupes pour les galvaniser. Sur ces images, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed affiche sa confiance. Il l'assure, son gouvernement a repris le contrôle de deux villes clés, Dessie et Kombolcha. Situées dans le nord du pays, elles étaient tombées en octobre aux mains des rebelles tigréens du TPLF et de leurs alliés de l'armée de libération Oromo, faisant craindre une offensive sur la capitale Addis Abeba, 400 km plus au sud. Nos troupes ont libéré toutes ces zones sans eau ni nourriture. La victoire qu'ils ont remportée est incroyable. Nous sommes très fiers du ministère de la Défense nationale. Des affirmations contestées par le TPLF. Sur Twitter, son porte-parole indique que si les forces rebelles ont battu en retraite, cela faisait partie de leur plan. Il n'y avait pas d'unité organisée pour libérer ces villes. Les habitants le savent et les généraux d'Abiy le savent. Des informations bien difficiles à vérifier, la plupart des communications étant coupées dans le nord de l'Éthiopie. Une chose est sûre, ces combats débutés en novembre 2020 entre forces gouvernementales et rebelles dans le Tigré ont ravagé le pays. Au moins 2 millions de personnes ont été déplacées et la famine gagne chaque jour du terrain. Le Chili ouvre le mariage aux couples homosexuels. Le Parlement a validé le projet de loi ce mardi. Reste maintenant au président Piñera à promulguer le texte, ce qu'il fera rapidement puisque c'est lui qui avait demandé en juin dernier aux parlementaires de statuer en urgence. Sebastián Piñera achève son mandat en mars prochain.
Ce projet de loi avait été déposé en 2017 par sa prédécesseur Michelle Bachelet. Le récit d'Axel Simon. Les militants du Movil, le principal mouvement en faveur de l'égalité des homosexuels au Chili, peuvent manifester leur joie. Car mardi, le Parlement a voté en faveur du mariage entre personnes de même sexe. Après l'approbation du Sénat, la Chambre des députés s'est prononcée à 82 voix pour le mariage pour tous, 20 contre et 2 abstentions. Jusqu'à présent, les couples homosexuels pouvaient s'unir seulement par un pacte d'union civile en vigueur depuis 2015. Une avancée qui valide un projet de loi déposé en 2017 à l'initiative de la présidente socialiste d'alors, Michelle Bachelet. Ces 4 dernières années, le projet a été constamment combattu par le bloc le plus conservateur de la droite chilienne au pouvoir, mais parallèlement, il a toujours obtenu une majorité de oui à chaque étape du processus législatif, dans un Parlement dominé par l'opposition. Le président conservateur Sebastián Piñera, qui achève son mandat en mars prochain, doit encore promulguer la loi. Elle permettra aussi aux couples homosexuels mariés d'adopter des enfants. Les États-Unis ont rendu à l'Irak une tablette de Gilgamesh. C'est l'un des plus vieux textes de l'histoire de l'humanité, vieux de 3500 ans et volé pendant la guerre du Golfe en 1991. Les autorités irakiennes ont célébré une victoire contre ceux qui volent l'histoire du pays. Ashrad Verdian. 3 objets inestimables restitués à l'Irak par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Une tête de bélier, une tablette sumérienne et surtout cette autre tablette en argile dite de Gilgamesh, recouverte de caractères cunéiformes. Récit des aventures d'un puissant roi mésopotamien en quête d'immortalité. La tablette est considérée comme l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité. Les autorités irakiennes parlent d'un jour historique. La tablette de Gilgamesh est une tablette en argile vieille de 3500 ans où figurent des inscriptions en sumérien. Cette œuvre, le musée de la Bible de Washington l'a rendue à notre ambassade aux États-Unis. La tablette de Gilgamesh aurait été volée dans un musée irakien ou sur un site archéologique durant la guerre du Golfe en 1991. Son histoire a depuis été chaotique, décrite en septembre dernier lors de la cérémonie officielle de restitution. La tablette est apparue au Royaume-Uni en 2001. Elle a été introduite clandestinement aux États-Unis et vendue pour $50 000. De faux documents ont permis sa revente et son transport vers d'autres pays avant qu'elle ne revienne aux États-Unis. En un an, l'Irak a récupéré des États-Unis près de 18 000 pièces archéologiques, pour la plupart vieilles de 4 000 ans. Le pays souffre du pillage de ses antiquités depuis des décennies, une réalité aggravée par l'invasion américaine de 2003 et l'arrivée des djihadistes du groupe État islamique 10 ans plus tard. Et puis on vient d'apprendre à l'instant que l'Australie n'enverra aucun représentant diplomatique aux JO d'hiver de Pékin, un boycott dans la lignée du boycott décidé par les États-Unis. Voilà pour cette déclaration de dernière minute. Restez avec nous, l'information continue sur France 24 et France Info.